En passant par-dessus le relief, ces énormes masses d'air sont soulevées et les phénomènes atmosphériques sont amplifiés. De plus en plus visible au fur et à mesure que la nature nous inonde de ces avertissements, le dérèglement climatique approche les pentes des territoires alpins aussi sûrement qu'un front chaud. La montagne, si colossale, semble inaltérable, solide comme un roc, dit-on. Et pourtant, une menace insidieuse la ronge petit à petit. Sournoisement, la chaleur écrase les territoires, les enveloppe dans une vapeur bouillonnante, si extraordinairement puissante. Que sait-on aujourd'hui des effets de ce dérèglement sur nos alpages et leur biodiversité incroyable? Quels sont les risques encourus par les écosystèmes d'altitude particulièrement sensibles et comment réagissent-ils? Comment les systèmes pastoraux peuvent-ils s'adapter à cette inexorable évolution du climat? Ce sont les questions que nous allons poser aux scientifiques et aux montagnards qui étudient, auscultent et vivent au milieu de ces panoramas grandioses. Alors qu'est-ce que le climat? Pour comprendre le climat, il faut absolument comprendre ce que c'est que la météo d'abord. Et en fait, la météo, c'est tout simplement le temps qu'il fait tous les jours. Et pour qualifier ce temps, on va aller chercher différents paramètres. La température, les précipitations, la neige, le vent, les pressions, etc. On va regarder comment évoluent tous ces paramètres sur, alors évidemment la journée, mais sur une semaine, un mois, un trimestre, une année, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et lorsqu'on arrive en fait à des moyennes ou à des séries sur ces paramètres qui atteignent une trentaine d'années, on peut dire que d'un seul coup, on a une caractérisation du climat. Donc, le climat alpin, en fait, lui, sa particularité, c'est que la position des Alpes en Europe fait qu'il est influencé en gros par 3 à 4 types d'influences climatiques. Donc, à la fois, il est arrosé par des perturbations qui viennent donc de l'océan. Il y a aussi cette proximité avec la Méditerranée et donc avec le climat méditerranéen. Il y a une continentalité aussi dans les Alpes du Nord, à l'intérieur des terres. Puis on a une autre caractéristique qui est spécifique, c'est ce qu'on appelle les retours d'Est, qui notamment en hiver en fait amène énormément de neige sur les massifs transfrontaliers. Les effets du relief sur la météo sont vraiment multiples et souvent extrêmement localisés. Donc principalement c'est ce qu'on appelle cet effet orographique de la montagne qui va faire que les masses d'air vont d'un seul coup se soulever lorsqu'elles arrivent contre les reliefs. Et ça va provoquer des effets de pluie, d'orage qui vont être particuliers si on est exposé, si le versant est exposé à l'ouest par rapport à l'est, au nord, au sud. Donc ça va dépendre de la configuration des vallées. Avec autant de particularités, il semble assez difficile de percevoir les changements qui s'opèrent depuis plusieurs décennies dans les Alpes. Heureusement, les paramètres de l'atmosphère sont enregistrés depuis plus d'un siècle. Cette mine de données très précieuse
est analysée avec des outils statistiques de plus en plus sophistiqués et précis. Le changement climatique ici, dans les Alpes, en France, en fait, c'est principalement un réchauffement des températures. Comment cette augmentation, en fait, elle s'est déroulée? Il ne s'est rien passé jusque dans les années à peu près 88-89. À partir de là, on a une grosse augmentation des températures, on a une première marche. Et puis une année très sèche et très chaude, c'était en 89 et tous les agriculteurs en fait s'en souviennent, première fois qu'ils voyaient ça. Puis en 2003, on a eu cette canicule et l'ère des canicules qui a commencé à se développer au point que sur la dernière décennie, on en a eu 4 fois plus qu'entre les années par exemple 80 et 90. Donc le réchauffement a continué, on a fini par découvrir des hivers qu'on n'avait jamais vus comme 2006-2007, extrêmement doux, sans neige. Et puis, on est passé ensuite à 2011 et a battu tous les records, même 2300 canicules. Donc depuis 2011, on a encore passé un nouveau palier. Et puis là, on se retrouve aujourd'hui avec 2018. On cumule en fait à la fois peu de variabilité, beaucoup de records et des canicules. Autant sur le réchauffement en fait, climatique, c'est très clair. Autant sur les précipitations, là on a beaucoup moins en fait, de significativité. Statistiquement, on ne voit rien, tout simplement. Donc, résultat, c'est que tous les ans, on a à peu près la même quantité de pluie qui va tomber, avec des différences qui vont être naturelles, tout simplement parce qu'on est dans la variabilité naturelle. Et notre problématique sur l'eau, on verra, va dépendre de cette combinaison entre le réchauffement climatique et des périodes aléatoires de sécheresse ou de pluie. Et l'effet que ça peut avoir aussi sur l'enneigement. Ce qui se passe avec l'enneigement, c'est que pour qu'il neige, il faut d'abord qu'il pleuve, et puis ensuite qu'il fasse suffisamment froid. Donc en gros, avec 1 degré de réchauffement, on a à peu près 20 à 25% de neige qui aujourd'hui tombe sous forme de pluie en dessous de 1800 mètres. Et quand on couple ça avec des périodes de sécheresse hivernale, ça veut dire que la probabilité d'avoir des hivers avec moins de neige, surtout en dessous de 2000 mètres, va augmenter avec le temps. Dès qu'on va arriver sur l'été, avec les fortes chaleurs, là carrément on rentre aujourd'hui directement sur des périodes de sécheresse. Dans les rivières, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il a suffi d'un réchauffement d'1 degré pour qu'on ait une diminution des débits de printemps de 30%. C'est énorme, surtout lorsqu'on va se retrouver avec des années où les quantités de pluie sont faibles. Et là, effectivement, montagne, c'est fragile et on peut directement avoir des impacts sur les rendements fourragers. Il y a même un lien entre les années sèches et chaudes et le poids des vaches et la quantité de lait qui sort. À une époque, on descendait nos agneaux de montagne, il y a 20 ans en arrière. Et les agneaux, ils étaient presque finis, notamment les petites femelles qui étaient croisées avec des béliers viande. Aujourd'hui, il y a des années, on descend des agneaux, il leur manque 3-4 kilos sur le dos. Pour nous, la qualité du fourrage, elle diminue. Quand c'est sec, l'herbe, elle perd sa valeur nutritive et il y a moins de production en lait. Au fil du temps, effectivement, la végétation a tendance à se modifier, notamment les graminées les plus intéressantes pour nous ont tendance à disparaître puisqu'elles résistent moins. Alors effectivement, avec le réchauffement climatique, on a un déneigement qui peut être un peu précoce et donc une végétation en montagne qui peut démarrer plus tôt en termes de croissance et durer plus longtemps sur la saison. Les conséquences que ça peut avoir, la première à laquelle on pense, c'est qu'on a plus de température, une végétation qui démarre plus précocement, donc une production qui est plus longue. Donc le premier réflexe, c'est de se dire qu'effectivement, cet allongement de la durée de croissance de la végétation va entraîner une augmentation de la production de ces plantes. Mais à côté de ça, elles vont plus vite arriver au stade de floraison ou d'épiaison et de formation de graines. Or, quand ces plantes elles arrivent à ce stade-là, en fait, elles n'ont plus besoin de pousser en hauteur, de produire de la feuille, et donc elles vont perdre la qualité fourragère pour la nutrition en fait, des troupeaux. On vient de voir qu'avec la montée des températures, les herbages des montagnes deviennent de moins en moins nutritifs. Mais la chaleur ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle provoque aussi d'autres effets en cascade.
Les sécheresses, ça arrive de plus en plus souvent, quoi. Donc voilà, on a un manque d'herbe qui pousse, c'est récurrent, quoi. Et si par bonheur on a une période de pluie, derrière il arrive une période de chaud et de sec, et l'herbe qui a poussé, elle grille et elle ne reste pas de bonne qualité, quoi. Cette année, par rapport aux années habituelles, il y a plus de 45% de moins de fourrage. On a des sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes, plus fréquentes et plus intenses. Et donc l'effet cumulé de ces sécheresses peut aussi avoir un effet d'épuisement sur la végétation qui, si elle est résiliente sur une sécheresse de temps en temps, ne pourra peut-être pas résister en fait sur des sécheresses récurrentes qui vont arriver pendant 2-3 ans d'affilée. Donc ça reste une source d'inquiétude qu'on a et qu'il est nécessaire encore d'expérimenter aussi. Avec la hausse des températures, la neige fond plus vite, au grand désespoir des skieurs. Mais quel peut en être l'impact sur les alpages? La neige, finalement, c'est un isolant pour la végétation. Ça protège la végétation qui n'a pas encore démarré ou qui vient de démarrer des épisodes de gel. Quand on a une fonte trop précoce, on va avoir une exposition en fait, de ces végétations au début de croissance aux épisodes de gel qui sont tardifs. Et ces épisodes de gel vont donc avoir un impact négatif, abîmer ces tissus de croissance des plantes et donc peut-être limiter la croissance et la possibilité de ces plantes et de ces végétations d'alpage de pousser. Les scientifiques ont découvert que les herbes se transforment à cause de ce gel. Le bétail n'arrive pas à brouter la nouvelle variété car elle reste au ras du sol. Avec ces épisodes de gel, on a des végétations qui semblent apparaître en réponse à l'exposition en fait, sur les zones les plus exposées à ces phénomènes. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'on n'a que quelques espèces, qui sont des espèces naines, pour bien résister au froid, donc des espèces très basses, qui vont pouvoir se développer, qui n'ont pas d'intérêt en termes de production parce qu'elles vont produire très peu et qui ne peuvent pas être consommées en tout cas par les troupeaux. Ça peut être des mousses, des antennaires, donc des petites plantes en fait qui vont faire des coussins, etc. ou qui vont s'étendre et qui sont très basses. L'exploitation des alpages génère aussi son propre impact sur la nature. Si on a trop de bêtes, on va surpâturer l'alpage. L'année d'après, s'il est trop pâturé, il y aura une pousse qui va être moindre et puis qui risque d'être de moins bonne qualité aussi. Ça ne sera plus les mêmes espèces fourragères qui vont pousser si c'est trop pâturé. Le pâturage par les troupeaux, donc c'est quelque chose qui est bien étudié en écologie aujourd'hui et qu'on essaye de comprendre. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses qui circulent sur le fait que les troupeaux peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la végétation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que l'animal, avec sa bouche, va prélever de la biomasse, de l'herbe. C'est le piétinement par les sabots de l'animal, par ses pieds. Ce sont les déjections, les retours d'urine, de bouse, de crottes des animaux qui vont amener de l'azote. Et en fait, toutes ces petites perturbations vont entraîner justement une dynamique de végétation qui est liée aux capacités des plantes à répondre à ces différentes perturbations et à leur intensité. On a des végétations qui vont avoir leur diversité améliorée par le pâturage et d'autres qui vont avoir leur diversité diminuée. Ça dépend en fait des contraintes hydriques du milieu, de l'exposition et du type de végétation. Après, le second problème qu'on va avoir sur les alpages, c'est la ressource en eau. Plus l'herbe est sèche, plus elles vont avoir besoin d'eau. Si l'eau n'est pas dans la plante, elles vont aller chercher de l'eau aux abreuvoirs, aux sources. Du coup, il leur faudra plus d'eau encore. Ça va aller de 50 à 80 litres d'eau par jour, par bête, quoi. Si les bêtes en plein soleil à 30-40 degrés, elles souffrent. Elles vont faire comme nous, elles vont transpirer plus et du coup, elles auront besoin de boire encore plus. Depuis qu'elles sont montées, depuis le 31, elles n'ont pas bu. Donc, bon, elles ont la rosée du matin, mais bon, ça suffit pas forcément.
plus de pluie en hiver, moins en été, on a vraiment un problème. Le bilan hydrique, on le calcule comment? Eh ben, on prend la somme des précipitations, donc l'eau qui nous tombe du ciel, et puis on va retirer ce qui va s'évaporer, par exemple, ou qui va être absorbé par les plantes. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et donc, par rapport à l'évolution des températures, il y a déjà un truc qui ne va pas. Plus il fait chaud, plus ça s'évapore, plus les plantes ont soif. Donc, augmentation des températures égale augmentation de l'évapotranspiration. Donc, l'évapotranspiration a carrément augmenté de 10% voilà, sur les 20 dernières années. On a beau avoir des quantités de précipitations qui sont à peu près égales et qui n'évoluent pas vraiment dans le temps, malgré la variabilité interannuelle, on a l'évapotranspiration qui augmente. Et en fait, elle augmente de façon parallèle à celle des températures. 10%, c'est énorme parce que en fait, c'est 10% de moins d'eau qui part pour le vivant. Ces réactions en chaîne, implacablement attisées par le réchauffement, menacent de plus en plus le pastoralisme qui, faut-il le rappeler, contribue à nous nourrir. Avec tous ces problèmes liés au réchauffement, la gestion des troupeaux est de plus en plus compliquée. L'été, il va falloir soigner les bêtes aussi à l'intérieur par rapport au manque de ressources fourragères à l'extérieur. Ce qui va se passer, c'est qu'on pourra peut-être sortir les vaches dehors plus tôt au printemps, plus tard à l'automne, mais entre les deux, on sera peut-être dans l'été obligé de les enfermer dans le bâtiment parce qu'il y aura plus, soit il fera trop chaud, soit il n'y aura plus rien à manger dehors. Il faut s'adapter quasiment toutes les années. Si on raccourcit le temps de pâture, soit il faut agrandir les surfaces à pâturer, soit si on ne peut pas agrandir, on va diminuer le chargement, le nombre de bêtes sur l'alpage. On était à 300, 320 et aujourd'hui on est à 290 génisses. On n'en veut pas plus parce que c'est trop compliqué. Les exploitants alpins ont à cœur de faire évoluer les pratiques en fonction des avancées des recherches. Ils s'efforcent de s'adapter à ces nouvelles menaces qui se profilent de plus en plus intensément à l'horizon. On sait qu'il faut modifier un petit peu, on essaye d'implanter des espèces qui sont plus résistantes à la chaleur ou au sec par rapport à d'autres. C'est pas toujours facile, on va mettre de la luzerne qui est plus résistante, mais après on a les conséquences, derrière on a les rats qui viennent la manger. On gagne d'un côté, après on déséquilibre la nature, quoi. Une dernière difficulté, plus éloignée du pastoralisme, mais bien connue des montagnards, semble se terrer dans l'ombre. Elle augmente pourtant, elle aussi, avec la température. On a un autre problème sur les alpages, c'est le tourisme. Il y a de plus en plus de monde, quoi. Comme il fait de plus en plus chaud, ils essayent de trouver des coins de fraîcheur. Du coup, ils montent un petit peu en montagne. Il y a des alpages qui sont faciles d'accès, d'autres qui sont moins faciles. On a une population qui vient de la ville, qui n'est pas habituée à la montagne, qui ne respecte pas forcément les animaux, les barrières, les clôtures. Du coup, quand on se promène, les gens, si on est peu nombreux, on reste sur le chemin. Quand il y a plus de monde, on s'écarte un petit peu. Ça risque de perturber, d'abîmer un petit peu la ressource fourragère. Les gens vont au milieu des bêtes, ils les dérangent quand elles font la sieste. On voit un petit peu de tout, quoi. Donc, c'est la cohabitation, quoi. Si on comprend mieux aujourd'hui les multiples liens entre les facteurs météorologiques, les alpages et le pastoralisme, l'anticipation des effets du changement climatique dans les montagnes n'en demeure pas moins complexe.
les scientifiques et les acteurs de terrain sont au chevet des écosystèmes alpins pour en percer les secrets. Mais les dynamiques d'adaptation observées sur les alpages s'approchent de leurs limites. Devant l'urgence climatique clairement déclarée aujourd'hui, gageons que chacun d'entre nous, avec nos modestes actions, mais plus encore avec celles de tous les puissants décideurs mondiaux, nous saurons relever tous ensemble ce défi titanesque dont pourrait dépendre la survie de l'homme.